qu'on m'a Tu offert. penses que ça va rentrer avec les Mais litchis? si, oui, j'ai pas pris beaucoup de bagages au départ pour pouvoir stocker les litchis et ce qu'il faut, les ananas, D'accord, Victoria. Sinon, je rentre pas. Ma femme est martiniquaise, elle m'a donné des consignes. Oh là là, la liste. Exactement. Merci encore Gaël. Mais merci à toi. À très bientôt. Très bientôt. Top. Et là, ça n'a pas enregistré. Allez. Ton vrai nom c'est Anne Conny. Anne Conny. Bonjour Anne. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du JTHT. Donc aujourd'hui on est au SheoTech Days, donc l'événement qui réunit donc à la fois les acteurs de la cybersécurité et également les solutions. Donc cette vidéo est en partenariat avec pugnacité.com. Tout de suite, générique. Bonjour Anne Conny, comment vas-tu? Ça va bien, merci, et vous? Ben moi ici, je te dis la vérité, je me sens en sécurité puisqu'on est au SheoTech Days. Alors une petite question, qu'est-ce que je peux trouver au SheoTech Days aujourd'hui? Ben, on a pu voir des tables rondes, comme là cet après-midi, il y a eu des conférences, des ateliers autour de la cybersécurité. D'accord. Et je crois savoir qu'on a un invité d'exception aujourd'hui? Oui, Gaël Musquet, qui est spécialement venu à La Réunion pour montrer son univers et nous expliquer davantage des notions autour de la cybersécurité. Parfait, ben, je vais le voir tout de suite. Merci encore Anne Conny. Rien. Bonjour à tous, donc là actuellement je suis avec Monsieur Gaël. Bonjour Gaël, comment ça va? Tout va bien, tout va bien. Donc déjà en fait on m'a dit en venant ici, tu es le hacker éthique. Pour moi c'est un oxymore. Qu'est-ce qu'un hacker éthique? Ben, c'est pas une oxymore justement. Moi, l'idée, c'est d'utiliser deux définitions. Pour moi, le hacking, c'est un état d'esprit. C'est vraiment une culture. Le hacking ne se résume pas qu'à la cybersécurité. On popularise malheureusement les attaques en disant que c'est des hackers malveillants, mais majoritairement les hackers sont bienveillants. Il y a deux définitions pour moi intéressantes du hacking. La première, c'est celle de Keren El-Azari, qui est une hackeuse israélienne, qui dit que le hacker, c'est le système immunitaire de l'Internet. Notre rôle, c'est de trouver les failles et de pouvoir évidemment les combler pour éviter évidemment que des personnes là pour le coup malveillantes les exploitent et puissent atteindre la sécurité des biens et des personnes. La deuxième définition que j'aime, c'est celle du Chaos Computer Club, c'est le plus gros club de hackers en Allemagne, qui dit qu'en fait le hacker c'est celui qui doute. Et nous, comme on ne fait pas confiance aux machines, on aime nos machines, hein. On est technophile, on aime les ordinateurs, Internet et tout, mais on n'a pas une confiance béate dans les machines. Parce que la machine, elle est programmée par des hommes et par des femmes. Donc techniquement, il faut qu'on soit capable, nous, en tant que hackers, comme on doute, mais de remettre en question la manière dont ça fonctionne, de comprendre comment ça fonctionne, d'apprendre comment ça fonctionne, pour détourner ces systèmes-là, pour soit les corriger, les durcir, les rendre moins vulnérables, qu'ils puissent résister à des attaques cyber, mais aussi des catastrophes naturelles. Là, c'est ma spécialité. Et pouvoir amener, en fait, les sociétés qui exploitent ces systèmes d'information à une résilience qui est à la fois physique, on parle des gens, mais aussi numérique. D'accord. Et là, en fait, donc, tu es venu un petit peu pour nous faire découvrir quoi, en fait, ici, aujourd'hui, Gaël? Alors, en gros, j'ai été invité parce que je travaille depuis une dizaine d'années sur les risques naturels. Donc, j'ai participé à un exercice de tsunami ici à La Réunion en 2018 qui s'appelle Indian Ocean Wave avec les radioamateurs de La Réunion, à l'ARA. Et c'est un exercice que je fais depuis le 2015 chez moi en Guadeloupe où je suis né tous les ans. Donc le 23 mars prochain, on va avoir un exercice. Des centaines de milliers de personnes vont évacuer leur maison, leur école, leur entreprise, les hôtels, les bateaux de croisière, comme s'il y avait un vrai tsunami. Et ça dans 47 États et territoires. Et le but de faire cet exercice-là, le but réel, c'est de tester quoi, en fait? Ben, de vérifier que les populations sont capables de jouer leur propre rôle. Ce qu'on apprend dans la résilience en cas de catastrophe naturelle peut se transposer en matière cyber. Si on n'apprend pas aux gens à réagir face à un aléa, on apprend à conjuguer les trois verbes informer, former, alerter, la population, les entreprises ne peuvent pas résister, ne peuvent pas avoir de résilience. Il faut informer les gens des risques auxquels ils sont exposés. Alors ici à La Réunion, on en a plein. Il y a un volcan, on a des risques sismiques, on a des risques de tsunami, on a des risques de tempête, on a des risques de transfert de matières dangereuses, on a des risques de coupures électriques généralisées sur l'île. On est sur une île. Oui, d'accord? Donc si on ne fait pas les gens jouer leur propre rôle en leur disant voilà, demain, il y a un tsunami, qu'est-ce que vous faites?
les gens ne sauront pas avoir la bonne réaction. Et c'est pareil comme sur une attaque cyber. Si on se fait attaquer, qu'on a un cryptolocker ou un déni de service ou un logiciel, un virus qui va verrouiller, chiffrer les fichiers et où on va avoir des personnes malveillantes qui vont demander une rançon, si on ne sait pas comment réagir à ça avant, on ne saura pas réagir le jour où ça va arriver. Et donc il y a beaucoup de choses à apprendre dans la manière dont on gère des crises majeures comme des tsunamis et des crises comme des attaques cyber qui sont une forme aussi de tsunami, mais de requêtes, mais de complications sur l'environnement numérique, ce dont est victime aujourd'hui la région où je suis né, la région Guadeloupe, qui aujourd'hui doit fonctionner malgré le fait que ce système d'information a été piraté. D'accord. Bah, là, je me pose une question parce que tu me parlais de rançon. Moi, je te parle, donc, quand je dis ransomware, tu fais bien la distinction entre ransomware et virus parce que pour moi, c'est deux choses totalement différentes. Le virus, pour moi, c'est plus ça endommage tes données. Et le ransomware, comme son indique, il demande une rançon. Et aujourd'hui, donc, beaucoup d'entreprises sont, en tout cas à La Réunion aussi, je pense, ont déjà été en fait attaquées avec ce type de contretemps informatique. Qu'est-ce que toi, tu peux proposer ou qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Parce que je sais que tu avais déjà des petites interviews en fait via BFM TV. Je pense que tu as une petite expérience en fait de tout ça. Est-ce que tu peux peut-être avoir une petite anecdote par rapport à ça? Bien sûr, en fait, c'est quand je parle de tsunami, les gens peuvent penser qu'il n'y a pas de lien entre un virus et un tsunami. Mais les conséquences sont les mêmes. C'est-à-dire que quand on se fait attaquer, on perd ses données. Quand on a un tsunami, on perd aussi ces données parce que physiquement, les machines ont été submergées ou les réseaux ont été détruits. Donc moi, ce que je dis souvent, c'est avant que l'aléa survienne, avant qu'il y ait un tsunami, il faut qu'on apprenne à s'organiser sur le territoire pour que les archives, par exemple l'état civil de La Réunion, ils soient stockés dans des zones qui ne sont pas submersibles. Et comme les archives, et par exemple l'état civil a été archivé numériquement, ben, il faut aussi garantir que si jamais demain l'état civil de La Réunion se fait attaquer, mais que ces fichiers-là ont été sauvegardés quelque part, qui n'est pas connecté. D'accord. Et comme on n'est pas connecté, on a moins de risques. C'est pas qu'il n'y a plus de risques, mais il y a un risque qui est différent. Donc, il faut apprendre à organiser sa vie, les transports, l'énergie, pour faire face à toutes les crises. Et quand on a une crise, quelle qu'elle soit, il y a les mêmes procédures qui sont à appliquer. Et donc, quand on a un ransomware, c'est qu'on a été contaminé par un virus, mais qu'il y a une stratégie de demande de rançon qui va entraîner derrière un blocage du système d'information, du réseau et des fichiers de l'entreprise. Et pour échapper à ça, malheureusement, il faut à la fois l'avoir et monter en compétence. Il faut former des hommes et des femmes pour comprendre ce type d'attaque, avoir des systèmes de détection le plus en amont possible, parce que souvent, les personnes malveillantes vont observer l'entreprise, comment elle fonctionne. Ça peut durer des semaines, voire des mois. Et donc, pour qu'on puisse être certain que cette attaque soit la moins compromettante possible, faire des sauvegardes, avoir des systèmes d'énergie qui sont résilients, les sauvegardes sur site et hors site. C'est-à-dire que demain, si toute la Réunion est bloquée, mais ça peut être intéressant de se dire, on peut compter sur Mayotte, on peut compter sur l'Afrique du Sud, on peut compter sur la Guadeloupe, on peut compter sur la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi chaque île ne pourrait pas héberger l'une pour l'autre les données? Canal+, par exemple, ça c'est une des anecdotes que j'ai. En Guadeloupe, j'ai participé à une inauguration de data center. Eh bien, leur data center, il est dimensionné pour avoir 11 jours de fuel pour les groupes électrogènes. Donc Canal+ sait que pendant 11 jours, évidemment si ces équipes sont vivantes, si elles ont survécu à un séisme, à un tsunami, à un ouragan, pendant 11 jours, le bâtiment est paracyclonique, parasismique, et là, 11 jours d'autonomie en énergie. Donc le temps que EDF s'organise, SEI, etc. s'organisent, ils savent que eux, en tout cas sur la partie énergie, ils sont autonomes et que les données seront sûres. Mais ça va plus loin. Ils ont des équipes à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie et dans l'Hexagone, pour que H24, il y ait toujours quelqu'un de réveillé pour surveiller le réseau et assurer la qualité. Donc là, on a une entreprise qui a très bien su intégrer dans son mode de fonctionnement que le fait d'être ultramarin, d'être des îles, eh bien, on peut s'aider les uns les autres parce qu'on est sur des fuseaux horaires différents. Et donc moi, quand je dors en Guadeloupe, les Réunionnais sont réveillés. Quand les Réunionnais dorment, les Calédoniens, eux, sont réveillés. Donc ça fait moins d'heures supplémentaires. Ça évite de mettre les familles en tension parce que monsieur ou madame travaille la nuit et qu'on ne le voit pas. Et ça crée des tensions, ça crée des divorces aussi. Et la résilience de La Réunion, c'est aussi ça, c'est la structure familiale. Le milieu de la cybersécurité, et beaucoup le disent aujourd'hui, il faut être vigilant. Le facteur humain est extrêmement important. On a beaucoup de personnes qui font de la cybersécurité qui ont des troubles psychosociaux.
Donc plus on va avoir des équipes qui vont pouvoir tourner, qui vont pouvoir compter les unes sur les autres, ça boîte de la technologie, mais ça nécessite aussi une organisation humaine. Et en tant que Guadeloupéen, venir à La Réunion, c'est aussi m'inspirer de voir ce que vous savez faire de meilleur pour retourner chez moi en Guadeloupe et montrer comment les frères et les sœurs réunionnaises ont réussi à s'organiser, que moi j'apporte aussi ma pierre à l'édifice et qu'après j'aille à Mayotte, que j'aille en Nouvelle-Calédonie, que j'aille en Polynésie, que j'aille en Côte d'Ivoire, que j'aille au Sénégal. Je pense qu'en fait, ce qui est important de retenir, c'est qu'on a des systèmes insulaires aujourd'hui dont le fonctionnement de l'Europe n'est pas adapté. Tout à fait. Parce que La Réunion, c'est une petite planète. Exactement. La Réunion doit gérer l'énergie, elle doit gérer les fibres optiques qui arrivent, il y en a 3. Elle doit gérer les communications spatiales au-dessus, parce qu'on a aussi des satellites qui permettent à La Réunion de fonctionner, de prédire, d'avoir des prévisions météorologiques, de surveiller le volcan. La Réunion doit gérer ses déchets. Est-ce qu'on enfouit? Est-ce qu'on incinère? Est-ce qu'on recycle? Est-ce qu'on envoie à l'étranger? Est-ce qu'on a des filières de recyclage locales? La Réunion doit gérer aussi ses jeunes. Comment on fait de l'insertion, de la réinsertion? Même quand un jeune a malheureusement succombé aux sirènes de la délinquance, ben, ça ne veut pas dire que sa vie est finie. Comment on va pouvoir réinsérer ce jeune grâce à la sécurité alimentaire, par exemple, avec l'agriculture à La Réunion qui est beaucoup plus développée qu'en Guadeloupe. Il y a plus de 60% de résilience alimentaire ici, 30% en Guadeloupe. Ah ouais. Donc voilà, c'est tout ça en fait. C'est-à-dire que ce que j'expliquais aux étudiants tout à l'heure, je ne suis pas venu ici parler que de cyber. Oui. Parce que s'il n'y a pas d'hommes, s'il n'y a pas de femmes, s'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de cyber. Il n'y a pas d'ordi qui fonctionne. D'accord? Donc, il faut recommencer aussi parfois et commencer par le début. C'est-à-dire voir comment nos jeunes, comment nos anciens peuvent travailler ensemble. Qu'est-ce que nos anciens nous ont appris aussi sur des bonnes pratiques. Nos anciens, ils avaient peut-être moins de technologie, mais ils avaient souvent parfois plus de bon sens, plus d'intelligence. Donc c'est important aussi qu'on apprenne à sacraliser la mémoire de nos îles, de nos anciens. Il faut les chérir parce qu'ils s'en vont bientôt et ils ont encore beaucoup de choses à nous apprendre. Nous aussi, hein, on leur apprend encore des choses et on a des nouvelles technologies qui arrivent qui leur permettent d'avoir plus de confort, qu'on prenne soin d'eux le plus tard possible et qu'ils vivent le plus longtemps possible à nos côtés. Le lien pour moi avec la cyber, c'est ça, c'est que chaque personne a un rôle à jouer, chacun a sa place. Mais on ne va pas réussir si on n'a pas d'eau, si on n'a pas de nourriture, si on n'a pas d'énergie, si on n'a pas de jeunes formés, si on n'a pas de jeunes compétents, si on n'échange pas avec les voisins, avec Rodrigue, avec Madagascar, avec Maurice, avec Mayotte, avec les Comores. Tout ce bassin, et les Seychelles, tout ce bassin de l'océan Indien, c'est vraiment sur quoi on doit attendre et c'est ce que j'essaie aussi de porter chez moi en Guadeloupe, sur la base de la zone Caraïbe et aussi en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, sur la zone Pacifique. D'accord. Ben en tout cas, je te remercie encore pour toutes ces explications. Moi, si je comprends bien ce que tu as dit, c'est que l'informatique, c'est l'humain avant tout. Tout à fait, c'est une solution, c'est un moyen, mais ce n'est pas une fin en soi. On peut aimer l'informatique et se faire plaisir, il n'y a pas de problème, mais effectivement, on est avant tout des hommes. Et cet outil informatique, la cybersécurité doit être au service des hommes, pas l'inverse. Exactement. Merci encore Gaël. Mais merci à toi, à très bientôt. Très bientôt. Alors Alain, comment ça va? Très bien, et toi? Franchement, je suis content, je suis avec le sauveur. J'ai avec Madicama, le gars qui a géré le site, qui a géré le planning, qui a organisé ça de manière virtuelle. C'est Running Tech ou Run IT? Run IT. Oh là là, Run IT. On va dire Run It parce qu'on est dans un département français, les gens ils aiment pas trop les sens anglais comme ça. Donc pour ceux qui veulent bien, c'est Run IT, sinon ce sera Run It, ça me va très bien aussi. Donc vous mettez dans la description si vous êtes de la team Run IT ou Run It. Une petite question, là on était juste dans une petite conf là, moi je trouve que c'était intéressante au niveau en fait de la sécurité. Qu'est-ce que tu as retenu de ça toi? Alors moi, ce que j'ai retenu particulièrement, on essaie de sensibiliser en fait principalement la Réunion, les acteurs, les entreprises réunionnaises à la cybersécurité. Et effectivement, on se dit souvent que c'est les grosses entreprises qui vont être attaquées, qui vont voilà. Alors que nous sommes tous concernés. Et là où en fait nous, par exemple avec Run IT, on essaye d'accès, c'est d'aller voir ces petites entreprises-là pour essayer de sécuriser à minima leur système d'information, histoire de mettre quelques couches de sécurité pour que voilà, ils puissent se protéger un minimum et qu'on n'attende pas le dernier moment pour aller chercher un sous-traitant, quelque chose. Voilà. Oui. Donc voilà. Vous êtes ici, mais toi tu es venu proposer quoi Au Show Tech Days. Au Show Tech Days. Alors moi déjà on est partenaire de l'événement, on est partenaire OR.
Et en fait, avec Shafik, on a trouvé un petit compromis où justement j'allais l'aider sur la partie digitale, c'est-à-dire la mise à jour du site, le planning, tout ça. Voilà, essayer d'épauler un peu Shafik pour qu'il puisse mettre en place l'événement. D'accord. Et donc toi, tu fais quoi? Tu fais juste le développement de site internet ou l'interface réseau et, En fait, on est assez large en termes de panel de compétences. On peut, par exemple, déployer une infrastructure système, réseau, enfin un parc informatique pour une entreprise. D'accord. Oui, effectivement, en création de site web, on fait de la création, on fait aussi de l'hébergement. D'accord. Donc, on a nos propres serveurs sur lesquels on va héberger les sites de nos clients et qu'on va sécuriser, et qu'ils bénéficieront tous du même niveau de sécurité à proprement dit, quoi. Ok. Ben, merci encore Alain. Merci à toi. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors, excuse-moi de te déranger, j'ai une petite question à poser parce que je vois que tu représentes le stand Utel. Moi, généralement, je me pose souvent cette petite question-là, c'est que est-ce qu'il faut vraiment investir dans le système donc, de coffre-fort de sécurité de mots de passe ou bien il est préférable de plutôt écrire tous ces mots de passe? Parce que quelquefois, il y en a qui préfèrent ça parce que au moins, ils ont tous leurs mots de passe avec eux. Mais tu sais, aujourd'hui, on nous demande souvent de changer de mot de passe tous les 6 mois, tous les 1 an. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Alors ça dépend du contexte. Si vous êtes un particulier, vous n'êtes pas obligé d'investir dans une solution comme ça. Il y en a des solutions gratuites qui font très bien le travail. La solution du calepin n'est pas mauvaise parce que c'est difficile de hacker un calepin. En revanche, il ne faut pas l'égarer parce que les données ne sont pas cryptées. Donc c'est vrai qu'il faut le mettre dans son coffre-fort physique. Et ensuite, il faut se souvenir du code du coffre-fort physique. Ah, bon, oui. S'il y a un seul, ça va. Sauf s'il y a un seul, ça va. D'une manière générale, pour les organisations, c'est pertinent d'investir dans une solution de coffre-fort de mots de passe, de gestionnaire de mots de passe, mais quand ils sont centralisés, dans le sens où chacun de vos utilisateurs a sa partie privée, sa propre gestion de mots de passe personnel. Okay. Quand la personne quitte l'entreprise, on perd les mots de passe qui lui sont personnels, mais il y a quand même des mots de passe qui sont communs aux équipes. Okay. Vous pouvez accéder à plusieurs systèmes, des fois les mots de passe sont communs. Et là, c'est important de savoir qui accède à quoi et de pouvoir donner de la granularité. C'est-à-dire que je sais que je vous donne accès à tel mot de passe, mais votre collègue, ce ne sera pas les mêmes. D'accord. Donc ça, c'est très important. Donc oui, ça vaut le coup, sachant que ce n'est pas très cher finalement. Ouais, je crois que ça, par an, tu dois payer peut-être, je crois en moyenne, c'est 9 €. Il y a encore, non, je crois 19 ou 30 €. Mais oui, il y a plusieurs solutions. Alors nous, on propose aussi des solutions. On travaille avec la marque WatchGuard dans ce domaine. D'accord. Alors nos solutions sont un petit peu plus onéreuses que ce qu'on trouve sur le marché, mais elles sont couplées avec d'autres technologies, notamment l'authentification multifacteur, qui permet de proposer le système multifactoriel à plusieurs systèmes de l'entreprise, que ce soit des serveurs, que ce soit des ordinateurs ou que ce soit des solutions cloud achetées à Microsoft, à Salesforce. Donc c'est un tout qui coûte un petit peu plus cher mais qui permet de garder une certaine cohérence et de valider la chaîne de confidentialité. C'est parfait. Et quel autre produit tu es venu proposer, service tu es venu proposer ici en fait, au salon chez Geotech Days, s'il te plaît? Alors, on propose beaucoup de services sur beaucoup de sujets. Aujourd'hui, on est venu parler de cybersécurité et on est venu parler de la gouvernance. La gouvernance, en fait, qui représente le cœur même de la cybersécurité, c'est toute la partie réflexion, investissement et gestion des moyens informatiques et gestion des risques. Donc, on vient proposer, pour aider les dirigeants, on vient proposer des audits, on vient proposer des analyses de risques, on vient proposer de l'accompagnement et ça nous permet effectivement de fournir des données claires aux dirigeants pour qu'eux-mêmes puissent prendre les décisions qui s'imposent et vraiment prendre soin de leur système d'information parce que souvent les entreprises, elles sont déjà gérées, elles sont déjà gouvernées. Il y a déjà un gérant à la tête de l'entreprise. Mais c'est vrai que les gérants ont parfois tendance à oublier le système d'information en disant je sais gérer mes humains, je sais gérer mes moyens généraux, mes moyens techniques, mais l'informatique, qui est la base de toute ma société, la plupart du temps les gens ne le voient pas comme ça, mais si j'ai plus de système informatique, c'est fini, ma société n'existe plus. Donc je dois vraiment investir des moyens, mettre en place des services. Être conscient des risques, parce qu'il y a certains risques qu'on peut accepter, il y a certains risques où on se dit non là c'est inacceptable, donc là je dois débloquer les moyens
qui vont bien pour les mettre en œuvre. Et c'est là que nous, on intervient. Il y a une réflexion interne de l'entreprise, mais il y a aussi un conseil externe. On vient apporter des données palpables à l'entreprise, à l'entrepreneur, aux gérants, aux directeurs, aux présidents, pour justement pour pouvoir prendre les bonnes décisions maintenant et les décisions aussi à l'avenir. Merci encore Maxime. Tout le plaisir est pour moi. Bonjour Shafik, comment ça va? Très très bien. Mieux maintenant, parce que bientôt la fin et la pression baisse un peu. D'accord. Déjà une petite question, qu'est-ce qui t'a motivé à organiser cet événement? Tout simplement le constat justement du manque de ce type d'événement à La Réunion. Moi j'ai déjà participé à pas mal d'événements en métropole ou même ailleurs également, et je trouvais que dans le domaine de la cybersécurité, de la protection des données, il n'y avait pas d'événement dédié. Donc c'était pour moi très important en matière de sensibilisation qui est ce type d'événement, et c'est ça qui m'a motivé. J'ai lancé ça donc depuis le début de la pandémie, puisqu'on l'a fait pendant 2 années en distanciel, et c'est la première fois qu'on passe en mode hybride, donc présentiel, pour avoir un impact encore plus important auprès donc des organisations réunionnaises. Pour toi, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce premier événement en fait, donc chez Tech Day? Alors, premier événement en présentiel, j'insiste, parce qu'à nouveau on a dit organisé. Non, ce que je retiens de façon globale, c'est La Réunion possède des compétences dans ce domaine. C'est vraiment l'idée du Tech Day, c'est mettre en avant les compétences locales. D'accord. On a eu bien sûr des invités avec une expertise de très haut niveau, mais on a aussi, comme Gaël, effectivement, Nadia, Seyfala, Jean-François, mais on a aussi donc en local des personnes qui ont aussi des compétences assez poussées dans leur domaine. On a eu Patrick Bénard sur le radio amateur, on a des experts en Active Directory, donc l'annuaire de Microsoft, qui sont actuellement justement en train de mener une conférence, qui sont à un très haut niveau. Donc moi, c'est surtout ça que je retiens, c'est le fait qu'on a en local de l'expertise et qu'il serait temps que les entreprises justement fassent appel à ces personnes-là lorsqu'ils ont des besoins dans ces domaines. Parce que pour toi, en fait, quand il y a des besoins dans ce domaine-là, généralement, les entreprises locaux, en fait, eux, ils font appel à des sociétés externes, c'est ça? Oui, beaucoup, effectivement. Beaucoup, notamment les grands groupes, vont solliciter des boîtes à l'extérieur, donc métropole ou ailleurs, avant de solliciter les entreprises ou en tout cas les compétences locales réunionnaises. Et je trouve ça dommage parce que ils demandent que ça, en fait, ces experts, c'est de pouvoir justement travailler pour des structures pays, et on leur demande, ils demandent qu'on leur donne les moyens de travailler. Donc en fait, pour moi, en fait, ton but, en plus donc de sensibiliser sur la cybersécurité et les enjeux et les solutions, c'est aussi peut-être donc mettre en avant en fait leurs compétences pour leur dire en fait, s'il y a un tsunami, il y a un événement, ou il y a une coupure ou un ransomware, à La Réunion, donc on a déjà des solutions. On a des capacités, on a des structures, on a des personnes qui peuvent répondre. Je ne dis pas qu'on a toutes les capacités, parce qu'effectivement, il y a encore un gap. Dans certains domaines, on a un gap un peu plus important, en tout cas par rapport à La Réunion. Et c'est pour ça qu'on fait venir des experts comme Gaël, il vient pour partager. Il ne vient pas pour donner des leçons, il vient pour partager, c'est-à-dire à nouveau tout ce qu'il a appris, il a envie de transmettre. Et c'est ça qui est intéressant dans le cadre du Tech Day, c'est on fait venir des gens pas pour donner des leçons, mais on fait venir des gens pour apporter des compétences nouvelles qu'on n'avait pas, ou peut-être une vision qu'on n'avait pas, pour apprendre, pour pouvoir tout de suite le mettre en œuvre. Parce qu'on sait qu'on a les capacités ici en local de mettre en œuvre à partir du moment où effectivement on a cette connaissance. Voilà. Donc il faut être humble, je ne dis pas qu'on a toutes les compétences, mais par contre on a les personnes qui sont capables d'apprendre rapidement et donc de pouvoir sur ces compétences manquantes monter en niveau, monter en maturité et apporter justement de l'expertise aux organisations réunionnaises. Merci encore Shafik. Merci à vous, merci vraiment de venir prendre part, parce qu'effectivement cette sensibilisation passe beaucoup par les médias. Et on a besoin des médias pour effectivement faire connaître ces acteurs. C'est pas que à destination des professionnels, c'est aussi un événement de sensibilisation pour les particuliers également. Parce qu'effectivement, les menaces peuvent toucher un particulier comme une organisation.
Et c'est important aussi que les particuliers sachent que en local, on a aussi des personnes qui peuvent les aider. Donc il ne faut pas qu'ils restent dans leur coin en disant qu'il n'y a personne qui pourra venir m'aider. S'il y a une arnaque ou des challenges, Phishing. Ouais, du phishing ou tout autre type de menace, sachez qu'en local, on a des gens qui peuvent apporter de l'aide, même aux particuliers également. Voilà. Donc un grand merci aux médias, à votre média, effectivement de venir être présent sur ce type d'événement et de contribuer justement à cette sensibilisation. On en a besoin et c'est vraiment très important.